Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette discussion en ligne intitulée Des mathématiques dans les vaccins. Cet événement est organisé dans le cadre d'un projet qui s'appelle la Fabrique des savoirs, qui est copiloté entre l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et l'université Gustave Eiffel, en partenariat avec 4 villes du territoire, Chelles, Champs-sur-Marne, Torcy et Ponto-Combo, et l'association Les Petits Débrouillards Île-de-France. Ce soir, nous avons invité Dylan Dronier, qui est lauréat du prix de thèse de la commu Paris-Est Sup, voilà, qui a récompensé les meilleures thèses en 2022 et il a reçu le prix Territoire, délivré par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. On est donc parti pour, 1 heure de discussion pendant laquelle vous pourrez intervenir, soit pour poser des questions, soit pour réagir, et c'est mon collègue Laurent qui va, gérer le chat. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, vous avez un onglet sur la droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. Alors, vous interroger, vous pouvez demander des précisions. Enfin, voilà, tout ce qui vous passe par la tête sur les contenus que vous voyez défiler à l'écran et les questions-réponses que Claire et Dylan vont se poser. Voilà, donc après, il y aura des temps dédiés où on pourra répondre, enfin transférer. Moi, je vais faire le relais de vos questions et essayer de les caler en fonction des différentes parties de nos interventions. Merci. Merci Laurent. Donc, on va commencer par un petit temps de présentation de Dylan et puis on parlera de la façon dont les mathématiques étudient les maladies contagieuses. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans les travaux de la thèse et puis, pour finir, on parlera un petit peu de mathématiques en société et de tous les enjeux, plus sociétaux liés aux mathématiques appliquées. Alors, pour démarrer, donc, Dylan, vous avez fait votre thèse, entre 2018 et 2021, donc finalement ça commence déjà à dater un petit peu, au laboratoire CERMIX, qui est le Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et en calcul scientifique, à l'école des Ponts. Et donc le titre de votre thèse, alors accrochez-vous, c'est toujours un petit peu costaud les titres de thèse, c'est «Modèle d'épidémie en dimension infinie et optimisation des stratégies de vaccination». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques phrases et version simplifiée ce que ça signifie et ce que vous avez fait pendant votre thèse? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation à cette discussion. Je suis très honoré d'être là. Et donc, pour présenter ma thèse, et donc le titre de ma thèse, donc modèle d'épidémie en dimension infinie et stratégie de vaccination, on s'est intéressé en fait, donc avec mes directeurs de thèse, à modéliser des épidémies en utilisant des modèles mathématiques, et puis à essayer d'en déduire certaines choses comme prédire l'évolution d'une épidémie, mais aussi on s'est intéressé à l'intervention possible, donc, et principalement à comment vacciner une population. Donc c'est la deuxième partie, optimisation, comment bien vacciner une population pour la protéger au maximum contre une maladie. OK, parfait. On y reviendra bien sûr en détail, juste après. Alors peut-être juste une précaution d'usage, donc vous êtes mathématicien, vous faites des modèles appliqués, voilà, aux maladies infectieuses, mais vous n'êtes pas biologiste, ni médecin et donc voilà, donc il y a des choses qui peuvent sortir peut-être de votre domaine de compétences sur des questions très pointues sur les maladies que vous étudiez. Et puis peut-être une autre petite précaution, donc avec la crise sanitaire, je pense que tout le monde a en tête l'épidémie de Covid-19 et votre thèse, elle n'est pas centrée sur cette épidémie. Peut-être elle peut s'y appliquer en partie, on y reviendra, mais en tout cas, c'est pas l'objet central de votre thèse. Alors peut-être pour commencer, peut-être nous dire votre parcours et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire des maths et pourquoi des maths appliquées à la biologie? Et qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors mon parcours, en fait, l'envie de faire des maths, ça remonte à mes classes préparatoires. Donc quand j'ai passé mon bac, à la fin, je voulais aller les sciences m'intéresser, puis je suis allé en classe préparatoire et c'est là que j'ai commencé à trouver un intérêt, à aimer vraiment les maths, pendant ces 2 années et c'est même à cette période que j'ai compris que je voulais faire une thèse en maths, que je voulais continuer dans le domaine et donc voilà, après j'ai fait 2 ans de prépa, je suis allé, en école d'ingénieur, mais j'ai continué aussi, avec un double diplôme à faire, des maths, en master. Alors au début, j'étais plus du côté des probabilités, mais cette thèse, donc même si au début elle démarrait autour des probabilités, elle s'est un peu penchée donc d'une part vers l'application et vers d'autres domaines comme l'optimisation. Donc, Et la thématique de la santé, c'était fortuit ou c'était, une volonté? ouais, c'était. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des nouveaux objets en mathématiques qui étaient intéressants pour étudier cette problématique. Et donc,
et donc c'est mon directeur de thèse qui m'a proposé à l'époque de les utiliser pour la modélisation. Et donc, effectivement, c'était un peu fortuit, mais j'aime quand même bien que ce que je fais en maths puisse s'appliquer un minimum à la réalité, au monde extérieur. Et donc, je suis très content d'avoir cette application mathématique. Plutôt le fait que ce soit appliqué, mais là, finalement, le domaine de la santé, c'était un petit peu par hasard, par le biais des outils mathématiques. Donc du coup, vous avez fait une thèse, alors maintenant vous êtes en post-doctorat. Je ne sais pas si dans notre public, tout le monde est familier avec les parcours de formation des futurs chercheurs, mais peut-être vous pouvez nous dire en quoi ça consistait votre thèse, un peu au quotidien, à quoi ressemblent les journées, qu'est-ce que c'est être doctorant et qu'est-ce que c'est être doctorant en maths appliquées, peut-être plus particulièrement. Ouais. Alors, donc en fait, le travail de chercheur en général, ça repose beaucoup sur la littérature. Donc il y a une grande partie. Donc en fait, oui, un doctorat, c'est commencer à apprendre à faire de la recherche. Et donc le travail du chercheur, en fait, il y a une bonne partie qui est faire de la littérature, voir des papiers, voir ce que les chercheurs dans la communauté ont fait, et puis s'appuyer là-dessus pour pouvoir faire ses propres recherches. Donc la grande partie, c'est revue de la littérature. Après, il y a la création. Donc, comment, en maths, ça consiste surtout à la réflexion, en fait. En se basant sur des travaux précédents, on essaye de construire des nouveaux théorèmes et en les démontrer, surtout, c'est ça le truc, la chose importante en mathématiques, démontrer ce que l'on fait. Et puis voilà. Et puis après, il y a tout un côté qui, du coup, pendant le Covid, était un peu plus limité, mais il y a le côté échange avec d'autres chercheurs, notamment en conf. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, pouvoir présenter ses travaux, pouvoir échanger avec d'autres personnes, collaborer. Et donc voilà à quoi ressemble une thèse en maths. Donc c'est plutôt papier-crayon devant un bureau ou c'est devant un ordinateur? Pour trouver les papiers, c'est devant un ordinateur pour trouver la littérature, mais sinon, oui, il y a beaucoup de papier-crayon et c'est même plus tableau craie. On aime bien les tableaux à l'écrit en maths. Donc, Ok, un peu à l'ancienne, mais c'est resté dans ce champ. Ok, parfait. Alors peut-être on va commencer à parler vraiment de ce que vous faites, donc les mathématiques appliquées aux maladies contagieuses. Peut-être un petit retour dans le passé pour nous dire depuis quand est-ce qu'on a eu l'idée d'utiliser les maths pour étudier ce type de maladie, d'où est-ce que ça vient? Alors en fait, ça a commencé en 1927 avec Kermack et McHenry qui ont proposé en fait des premiers modèles de mathématiques qui étaient en fait inspirés de la chimie pour modéliser en fait les épidémies. Donc grosso modo, ils regardaient la concentration d'individus infectés et la concentration d'individus sains dans une population, et puis ils en déduisaient comment allait évoluer cette concentration. Et en fait, de la même manière qu'évoluent des concentrations de réactifs dans un soluté, par exemple. Et donc voilà. Puis après, il y a eu... Donc en fait, les gens sont un peu comme considérés comme des molécules, Voilà, l'équivalent des molécules. Et si les molécules se touchent, les personnes ça correspond à des personnes qui se contaminent, c'est ça? Exactement, oui. Donc en fait, la chimie, je pense qu'en physique, en chimie, on avait déjà énormément de travaux où les maths s'appliquent très bien, et du coup, on a essayé de refaire ce qui s'est passé en fait. Donc ça en biologie, puis en épidémiologie, plus précisément. Et donc voilà, donc ce premier modèle s'inspire très, très clairement de la chimie et de modéliser les personnes comme des particules. Ensuite, je pense qu'il y a une grande pause dans ces modèles-là. Puis en fait, c'est un peu revenu à la mode quand il y a eu des problèmes de maladies sexuellement transmissibles dans les années 70, 80, etc., notamment avec le sida. Ok. Et du coup, à ce moment-là, c'était une autre approche. Et puis récemment, il y a un nouveau, et puis c'est revenu à la mode, bien sûr, avec le Covid-19. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'intéressent à ça, et c'est un domaine très actif. Il était déjà assez actif quand je suis rentré en thèse, donc en 2018, avant le Covid-19, mais le Covid a poussé beaucoup de chercheurs qui ne travaillaient pas du tout dans ce domaine à s'y plonger et puis à réfléchir. Donc là, c'est un truc, il y a beaucoup de papiers qui sortent tous les jours, donc c'est très intéressant. Ouais. Ok. Et alors du coup, donc vous faites des modèles. Peut-être on peut redéfinir ce que c'est qu'un modèle mathématique, le principe du modèle. Ouais. Alors un modèle, c'est
on va essayer en fait, de décrire une population. Donc, quand un modèle en épidémiologie, on va essayer de décrire une population à l'aide d'outils mathématiques. Donc, un modèle va en particulier essayer de rendre compte de l'évolution de plusieurs grandeurs, par exemple le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes saines, le nombre de personnes guéries, etc. Et ça va permettre de prévoir l'évolution d'une épidémie, mais ça va aussi permettre de pouvoir se poser des questions comme comment intervenir sur une population, par exemple en vaccinant, et quels seront les effets d'une vaccination. Mmh. Donc ça permet de tester, ouais, sans être sur des cas concrets avec des vrais gens, de commencer à comprendre comment ça marche et de ouais, potentiellement faire des prédictions si on a des bons modèles. ouais. Puis, donc, je sais pas si c'est maintenant que donc il y a le modèle, voilà, SIS, je pense que donc c'est un modèle que j'ai beaucoup regardé pendant ma thèse. Donc il y a un modèle, en fait, très, très simple de base et qu'on va essayer de présenter que je vais essayer de présenter ici, où en fait, donc, les personnes sont modélisées par, des petits ronds là, et puis il y a entre ces ronds, il y a des liens, donc il y a des arêtes qui relient les personnes qui sont en contact. Et puis ce modèle très très simple en fait nous décrit comment, comment se répand une maladie dans une population. Donc ça c'est le modèle SIS. Donc il y a deux états, une personne peut être dans deux états, soit l'état susceptible, soit l'état infecté. Alors juste Euh, l'état susceptible, ça veut dire quoi? C'est l'état sain, c'est l'état quand on est guéri, on n'a pas la maladie, mais on est susceptible de l'attraper. OK. L'état infecté, c'est quand on est malade et qu'on peut transmettre la maladie. Donc là, les personnes saines sont en vert, les Voilà, petits en vert, exactement, et les personnes malades, c'est petits en rouge. en rouge, voilà. Et puis, quand il y a un lien, il peut se passer avec une certaine probabilité. Donc, j'ai noté bêta là, mais c'est pas très important, c'est juste un paramètre du modèle. Euh, à l'instant suivant, en fait, on va pouvoir avoir une infection. Donc, la personne verte va devenir rouge. Elle va être infectée. Et donc, le système va changer d'état. En fait, on va avoir une nouvelle personne infectée et une personne saine en moins. Et voilà. Donc, ça, c'est la contamination. Et la deuxième action qu'on peut avoir sur ces individus, c'est la guérison. Donc, une personne qui est malade, donc une personne qui est en rouge, va pouvoir, à l'instant suivant, guérir avec une certaine probabilité gamma et redevenir verte. Donc, voilà le modèle de base. Peut-être qu'on peut montrer une petite simulation. Donc, bien sûr, l'objectif avec ce genre de modèle, c'est de regarder une population assez grande et puis, en fonction des connexions, voir ce qui se passe, en fait, en fonction des connexions avec les individus. Donc, peut-être que... Ouais. Vous voulez montrer une des simulations ou est-ce Peut-être, qu'on... ouais, on attend un peu, peut-être. Du coup, alors peut-être, ouais, alors bah, voilà, allons-y. Ouais. Ça, peut-être sans rentrer dans les détails, mais montrer un peu à quoi ça ressemble ce que vous simulez avec vos modèles. Voilà. Donc là, c'est une simulation où en fait on a une population hétérosexuelle avec alors je peux peut-être faire pause. Ouais. On a deux sous-populations, les hommes et les femmes, Donc c'est les qui deux sont colonnes. en même nombre. Ouais. Donc la colonne de gauche et la colonne de droite, il y a H pour homme et F pour femme en dessous. Et puis il y a des liens entre ces individus. Et donc les gens sont plus ou moins connectés en fonction de leur nombre de partenaires. Et puis avec cette simulation, on peut simuler voilà, à droite en I. Quand je mets I, c'est le nombre total de personnes infectées dans la population. Et S, c'est le nombre total de personnes saines dans la population. Et donc là, on a une population de 70 individus. Et puis on voit les oscillations avec cette évolution aléatoire en fait, hein, parce que dans le modèle que j'ai présenté, en fait, on a une certaine probabilité d'infecter quelqu'un et une certaine probabilité de guérir. Donc là, ça défile dans le temps. Donc l'axe horizontal, c'est le temps qui passe. Ouais. Et on voit progressivement la dynamique. Voilà. Et Les gens puis, qui se contaminent, qui voilà. guérissent. Puis le trait en pointillé, ça donne en fait le temps auquel on est là par rapport à la simulation à gauche. Ok. Voilà. Donc on voit que finalement, même avec un modèle qui a l'air extrêmement simple, il n'y a que deux catégories de personnes, il peut se passer que deux choses, on contamine ou on guérit.
Bah, en fait, là, les graphiques qu'on a déjà et ça a l'air d'être pas si simple que ça, ce qui se passe à décrire, quoi, même Ouais, malgré la ouais, simplicité du c'est très modèle. difficile et d'autant plus que en fait donc le modèle, l'évolution du modèle est faite est très très simple à comprendre, mais ce qui va faire tout ce qui va compliquer les choses, c'est comment les gens sont connectés en fait, comment les Mmh. personnes interagissent entre elles, et c'est ça qui va en fait avoir beaucoup d'implications dans les modèles d'épidémie, et c'est ça qui fait que en fait c'est quelque chose d'assez dur à prévoir comment va évoluer une épidémie. Mmh. Donc ça, on y reviendra juste après en détail avec les Ouais. travaux de votre thèse. Peut-être avant ça, on peut redécrire quelques éléments de jargon de votre discipline. Alors, c'est peut-être plus tout à fait du jargon parce qu'avec les médias, avec la crise Covid, on l'a entendu, presque tous les jours à la radio ou à la télé, mais il y a un chiffre qui est pas mal, enfin un paramètre qui est pas mal revenu, c'est le R0. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Même si peut-être on le sait déjà, mais voilà. Donc le R0, c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base. C'est un paramètre très important pour en fait décrire, pour savoir comment va évoluer une épidémie. Et en fait, ça peut être interprété comme le nombre de personnes donc, qu'une personne va infecter en moyenne durant la phase où elle est malade. Mais ça, ça correspond à ce nombre juste au début de l'épidémie, quand il y a très peu d'infectés. Euh, Parce qu'en fait, à cette période, en fait, on va avoir un taux exponentiel. La maladie va évoluer de manière exponentielle. Quoi, l'épidémie, le nombre de personnes infectées va évoluer de manière exponentielle. Et le taux à laquelle, le taux le taux exponentiel sur lequel évolue cette épidémie, c'est ce qu'on appelle donc le nombre de reproductions de base, le R0. OK, et par exemple Et pour le donc, Covid, on avait entendu, c'était peut-être 3 ou je sais plus exactement. voilà. Donc en Donc, moyenne, une personne au début de l'épidémie en contaminait, 3 autres voilà. Donc, avant de elle-même guérir. plus le R0 est important, plus l'épidémie va croître de manière importante, en fait. Et donc, on a différents nombres de reproductions pour différentes maladies. Donc là, je ne sais pas si on peut montrer le petit, le- la figure que j'avais faite, quoi, la table plutôt avec les nombres de reproductions en fonction Avec différentes des maladies, maladies, ouais. Voilà, donc là j'ai mis plusieurs maladies. J'ai pas mis le Covid, mais c'est vrai que le Covid, alors Covid, il y a plusieurs variants, donc en fonction des variants, la maladie est plus ou moins contagieuse. Donc voilà. Là, en fait, une des maladies les plus contagieuses, c'est la rougeole, qui a un R0 qui est entre 12 et 18. Euh, puis voilà. Donc en fait, les maladies qui se transmettent par aérosol, donc c'est-à-dire par petites gouttelettes, vont avoir un R0 beaucoup plus grand que les maladies qui se transmettent par exemple par voie, par par les fluides etc. Une autre chose importante, c'est que le R0, c'est pas un nombre qui est fixe pour une maladie, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de la, par exemple de la saison, ça dépend de comment les gens s'organisent, comment les gens sont connectés, etc. Donc c'est plutôt un ordre de grandeur qu'on se donne pour justement comprendre combien de personnes il faut vacciner. Donc je ne sais pas si on en parle maintenant, mais associé au R0, il y a le seuil d'immunité de groupe qui est donné par la formule 1 moins 1 sur R0. Et c'est le nombre de personnes qu'il faut vacciner pour la proportion de personnes qu'il faut vacciner dans la population pour pouvoir éradiquer une maladie. Voilà, parce que Donc, peut-être on peut se dire: «Bon, bah, dans l'idéal, on vaccine tout le monde», mais en réalité, pour protéger toute une population, on n'a pas forcément besoin que 100 des personnes soient vaccinées. oui. Donc ça, c'est le phénomène d'immunité de groupe, c'est que quand je suis vacciné, je vais protéger les gens autour de moi parce que fatalement, je ne vais pas pouvoir leur transmettre la maladie. Donc ça, c'est dans l'hypothèse d'un vaccin parfait, donc qui va immuniser complètement une personne. Euh, euh, je vais plus pouvoir être contaminé, donc je vais plus pouvoir contaminer les personnes autour de moi. Donc, en fait, on peut montrer par un petit calcul que il ne faut pas forcément vacciner tout le monde pour pouvoir éradiquer une épidémie. Et le nombre de personnes qu'il faut vacciner, c'est 1 moins 1 sur R0. Euh, et donc voilà. OK, donc là, si on faisait les tests, bon, on va pas le faire en direct, mais voilà, c'est juste, on prend le chiffre qu'il y a dans la première colonne, on fait 1 divisé par ça, 1 moins Ouais, la totale et on est censé trouver le pourcentage qui est juste après. Et ouais, donc plus la maladie est contagieuse, logiquement, plus il faut vacciner un fort taux de la population pour arriver à protéger, tout le monde. Ça paraît, exactement. raisonnable. Mais effectivement, ce que vous disiez, c'est que ça marche que si le vaccin,
empêche la transmission parce que typiquement en ayant le Covid en tête, comme on savait que cette protection n'était pas totale, ça Oui. marche peut-être pas dans tous les cas. Donc c'est un peu dans le cas parfait. Ouais, c'est le cas parfait, ouais, où donc déjà il y a plusieurs disons que bon, les vaccins parfaits n'existent pas en fait, malheureusement. Mais c'est une hypothèse. Certains vaccins sont très très efficaces, notamment celui contre la rougeole. Et voilà. Donc, Covid, ça, c'est une efficacité très limitée pour immuniser complètement les personnes. On parle plus de protection contre des formes graves. Et moi, ce que j'ai regardé pendant ma thèse, c'était essentiellement des vaccins qui protégeaient dans le sens où on ne pouvait plus du tout attraper la maladie. Ok. Voilà. Donc on voit un peu la limite des modèles qui font des hypothèses, voilà, et la réalité n'est pas toujours exactement comme dans le modèle. Parfait, je propose qu'à ce stade, on fasse une petite pause pour voir s'il y a des questions du côté du public. Laurent, je ne sais pas s'il y a des éléments peut-être à éclaircir. Écoute, pour l'instant, tout le monde est fasciné par l'exposé que vous faites. Par contre, il y a un petit problème technique, c'est que le modèle 6 n'a pas été vu. Donc on va être obligé de revenir dessus, si vous voulez bien. Voilà, c'était mon La vidéo intervention. ou C'est le visuel. Ah, le visuel, ok. Bon, si la vidéo était vue, ok. Donc, le visuel, l'image là donnait en fait comment le modèle se marchait Apparemment, en fait. la vidéo aussi, si je suis en train de Ah, dire. ok. Et là, c'est bon, les personnes voient? Tout le monde voit? Je ne sais pas, je regarde à côté dans le chat. Oui, c'est bon. Ah, ok. Donc voilà, ce que j'expliquais, c'était que ce modèle, il y avait deux étapes. Il y avait la contamination des individus et la guérison. Et donc la première étape, la contamination, c'est quand deux individus sont en contact. Donc les petites boules, ça représente les individus qui sont dans deux états, soit en vert, c'est-à-dire qu'elles sont saines ou susceptibles, soit en rouge, c'est-à-dire qu'elles sont infectées. Et quand deux individus sont en contact et que il y en a une infectée, une personne saine, la personne infectée va pouvoir contaminer la personne saine avec une certaine probabilité. Et donc c'est l'étape de contamination. Et l'étape de guérison, c'est une personne qui est infectée va pouvoir guérir avec une certaine probabilité à l'instant suivant. Donc de rouge, elle va passer en vert. Donc cette probabilité est notée gamma. Donc bêta et gamma, c'est les deux paramètres du modèle. Et du coup, pour la vidéo, peut-être qu'on la montre. On peut la montrer maintenant. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne déjà? Peut-être les gens peuvent nous dire dans le chat. Ouais. Voilà, pour l'instant, elle est fixe, elle n'est pas lancée, mais elle est censée s'afficher de façon figée. Je vais attendre de voir si on a un retour. Ah, c'est la vidéo qui n'était pas visible, elle ne se charge pas. Ça tourne. Je ne sais pas si c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, vous êtes censé voir sur la partie droite le petit curseur noir vertical là qui se décale tout doucement vers la droite. Je pense qu'on va avoir des retours assez rapidement. Écran noir. On ne voit rien. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Moi, je la vois de mon côté, mais... Pas de retour qui me signale que c'est visible pour l'instant. Quelqu'un qui est en train de taper. Ah, il y a une personne qui nous dit « Moi, je la voyais ». C'est compliqué. Ah, alors ça dépend des... Apparemment, ça dépend des... Alors, ce que je propose, en attendant qu'on résolve le problème technique, parce que de toute façon, ces simulations, c'était un peu un avant-goût dans cette partie, mais on va y revenir dans la partie d'après, puisqu'on va vraiment parler du cœur du travail de votre thèse, parce qu'en fait, là, c'était un peu introductif sur les modèles en général, mais on n'a pas proprement parlé de ce que vous avez fait, Dylan, pendant votre thèse. Et puis on espère que d'ici là, on va retrouver la technique. Du coup, à partir de ce modèle un peu simple SIS, du coup, qu'est-ce que vous avez regardé, Dylan, pendant votre thèse? Quel est les paramètres que vous avez fait varier, que vous avez regardé plus en détail? Alors, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, où il y avait le nombre de reproductions, et puis on avait la formule 1 moins 1 sur R0 qui donnait le nombre de personnes qu'il fallait vacciner, c'est valable surtout dans un modèle homogène, donc où les gens se connectent de manière
homogènes et se mélangent parfaitement. Et moi, ce que j'ai regardé, c'est essayer de modéliser les hétérogénéités dans la population, c'est-à-dire essayer de trouver des objets mathématiques pour rendre compte de comment les personnes se connectent. Et à partir de ces objets, en déduire des modèles et aussi en déduire des stratégies de vaccination. Ok. Donc un modèle homogène, c'est un modèle où les personnes se contaminent au hasard. Ouais. Où en fait, en théorie, moi, j'ai autant de chances de contaminer quelqu'un même qui vivrait à l'autre bout de la planète. Voilà, tout est mélangé, c'est au hasard. C'est un modèle où, là, pour ce qui est des contacts, c'est un modèle où n'importe quoi. Vous, Claire, vous avez autant de chances de voir quelqu'un qui est, même si on reprend la population française, partout, de n'importe quel âge, etc., vous avez autant de chances de vous connecter qu'une autre personne. C'est un modèle où les gens se mélangent tous dans une même pièce et puis se croisent, etc. Et ce qui est un modèle loin de la réalité, en fait. Oui, bien sûr. Donc du coup, vous, votre but, c'est sachant que c'est pas au hasard, d'essayer de déterminer le plus possible qui a plus de chances de contaminer quelle autre catégorie de population, pour que ce soit plus réaliste. Ouais, exactement. Donc, par exemple, en fait, on se base sur des études qui ont été faites sur les contacts dans une population. Donc, selon la maladie qu'on regarde, ça peut être en fonction de l'âge. Par exemple, on a des graphiques qui donnent une personne d'un certain âge avec qui elle va se connecter. Donc, en général, on a tendance à se connecter avec des gens qui ont le même âge que nous. Mais c'est aussi des modèles. Donc, par exemple, sur les maladies sexuellement transmissibles, on va regarder que dans une population, il y a des gens qui ont plus ou moins de partenaires sexuels. Et ça va nous aider à construire des modèles sur des objets mathématiques qui se basent sur ces informations qui sont vraiment tirées de la vie réelle, hein, et qui montrent qu'en fait, les contacts le nombre de partenaires sexuels dans une population, c'est hétérogène. Il y a des gens qui ont beaucoup de partenaires sexuels et d'autres qui en ont beaucoup moins. Alors peut-être là-dessus, on avait un visuel qui devrait fonctionner parce que c'est une image. Ouais, je pense que les images, c'est peut-être moins, moins difficile à faire marcher. Si ça fonctionne. Donc pour montrer, donc dans le cas des maladies sexuellement transmissibles, du coup, évidemment, les risques de contamination se font uniquement entre partenaires sexuels. Ouais. Et du coup, l'objectif, c'est de savoir, avoir les relations entre... Là, c'est entre hommes et femmes. Je pense que ça parle plutôt des relations hétérosexuelles. Voilà, pour pouvoir prédire qui peut contaminer qui. C'est ça ? Donc là, si on explique les graphiques, donc en abscisse, on a le nombre de partenaires sexuels. À gauche, alors le graphique de gauche, ça correspond pour le nombre de partenaires sexuels sur la dernière année. Et à droite, c'est le nombre de partenaires sexuels sur toute la vie. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée en Suède dans les années 2000. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est une échelle, ce qu'on appelle log-log. En fait, on a un logarithme en abscisse et un logarithme en ordonnée. Ça veut dire que donc en augmentant par rapport au petit tic, on va en fait faire x10 à chaque fois. Et ça, et divisé par 10, et ça, c'est en abscisse en ordonnée. Donc 10 puissance 1, c'est 10 en fait. 10 puissance 2, c'est 100. Voilà, 10 puissance 3, c'est 1000. Et 10 puissance moins 1, c'est 0,1. C'est ça. 10 puissance moins 2, 0,01. 10%, 1%, 0,1%, etc. Et donc, ça, c'est typiquement les graphiques qu'on obtient, donc qui vont nous renseigner sur le pourcentage de personnes qui ont tant de partenaires sexuels. Donc voilà, ça c'est, disons qu'au-delà de la mise en forme si vous ne comprenez pas l'échelle log-log, ça c'est juste une information qu'on a sur l'hétérogénéité des partenaires sexuels dans la population. Et ça va nous aider à construire un modèle. Il y a juste un truc assez marrant que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que sur ces graphiques, en fait, on voit que les hommes ont plus de partenaires sexuels que les femmes. Et en fait, en moyenne, ça devrait être égal. Donc, en fait, les hommes ont tendance... On a aussi des biais sociologiques dans ce genre d'études.
Donc il faut quand même prendre ces études aussi avec des pincettes. C'est-à-dire que les hommes ont tendance à plus à surestimer leur nombre de partenaires sexuels et les femmes peut-être à sous-estimer à cause peut-être de conventions voilà, pour des raisons sociologiques justement. Mmh. Et donc en se basant sur ce genre d'études, j'ai essayé de construire des modèles qui permettent de comprendre comment évolue une épidémie et plus particulièrement une épidémie avec une maladie sexuellement transmissible. D'accord et donc, à part, cette différence entre les hommes et les femmes effectivement qui est, étonnante, qui est voilà, un biais sociologique, on voit que sur la courbe, en fait, il y a la plupart des personnes ont quelques partenaires sexuels et puis il y en a quelques-uns qui en ont vraiment qui sont très connectés, enfin, voilà, qui ont beaucoup de partenaires sexuels et Ouais, donc c'est qui sont ça. potentiellement contaminants pour, beaucoup de personnes. J'ai une question à chaud qui arrive sur ce point. Pourquoi les femmes et les hommes ne sont pas sur la même courbe? Euh, c'est pourquoi les hommes sont au-dessus des femmes? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que euh, c'est simplement, oui, donc on différencie dans l'étude, on différencie les hommes et les femmes. Effectivement, normalement, les hommes et les femmes devraient avoir un nombre de partenaires moyen qui est égal. Euh, et donc, on ne devrait pas avoir une telle différence entre les petits, entre les points rouges et les triangles bleus. Euh, Oui, je pense que la mais question a voilà. dû arriver, en même temps que Ouais. les éléments de réponse. OK, parfait et du coup, à partir de ça, vous construisez des modèles où vous modélisez les relations entre les gens. Alors peut-être Ouais. qu'on peut revenir sur un des modèles en espérant que ça marche pour La voir vidéo un petit marche, peu, ouais. à quoi ça va. Peut-être le cas, 100 personnes vaccinées d'abord pour commencer? Ah, là, il y a des personnes vaccinées. Donc, je peux passer quand même celui-là. Apparemment, il y a des personnes qui ont vu même la première vidéo. Mais j'explique en gros, je peux expliquer même le modèle SIS, on peut revenir. C'est exactement la même vidéo que celle qu'on a vue au début, sauf que je rajoute des personnes en bleu. Et les personnes en bleu sont les personnes vaccinées, donc qui pourront pas attraper la maladie. Et donc ces personnes bleues restent fixes, c'est-à-dire on va vacciner au début de l'épidémie, avant que l'épidémie commence. Et puis voilà. Et là, on regarde l'évolution. Et donc, si on compare par rapport à la précédente vidéo, si vous l'avez vu, mais sinon, faites-moi confiance. Là, on a un peu diminué le nombre d'infectés moyens. Donc là, on a des infectés qui vont osciller autour d'une valeur à peu près, qui est de l'ordre de 20-25 personnes. Et ça va être un peu en dessous de ce qu'on avait vu précédemment. Et Donc donc là, on protège un peu la population. Voilà. on est d'accord que donc le nombre de vaccinés, là, c'est peut-être un peu artificiel par rapport aux situations réelles qu'on peut avoir en tête. Ouais, Ils sont fixes du début à la fin. Ça bouge pas. On vaccine pas progressivement ouais, et on regarde juste donc c'est les points bleus. Là, c'est quoi? C'est une quinzaine de personnes, je crois, sur la totalité. Ils ont été vaccinés au hasard. exactement. Il On y a avait vacciné les il y a personnes une au hasard. partie des hommes, une partie de femmes qui a été vaccinée. Ouais, Et ce qu'on voit à la fin, c'est que, alors il y a moins d'infections que s'il y a pas de vaccination du tout, mais l'épidémie disparaît pas à la fin. Je sais ouais. pas si on est-ce que il finit par se passer autre chose si on fait tourner la simulation pendant des heures et des heures ou ça Euh, reste, Ouais, alors oui, ça on peut montrer que en fait, forcément au bout d'un moment l'épidémie va disparaître. Mais la question c'est est-ce qu'on peut le faire assez rapidement? Parce que si c'est pour attendre des heures et des heures, ou pour une mmh, vraie épidémie, si c'est pour attendre 100 ou 1000 ans, ça vaut pas le coup. mmh. Mais voilà. Donc là, peut-être qu'on peut lancer la deuxième simulation où là j'augmente un peu ce nombre de personnes vaccinées. Euh, Donc l'idée, c'est de regarder toutes choses égales par ailleurs dans le modèle, si on vaccine plus de gens au départ, qu'est-ce que ça change voilà. sur la Et là on dynamique de voit la que maladie? Là on voit que ça va disparaître. Donc là je pense qu'il y avait une trentaine de personnes vaccinées peut-être. Et donc là, on a peut-être un peu plus. Ouais. Et là, on voit que au bout d'un certain temps, en fait, on va éradiquer l'épidémie. C'est-à-dire qu'on va être dans cet état final où il y aura juste des personnes susceptibles, donc saines, et des personnes vaccinées. Et une fois que tous les rouges ont disparu, en fait, il ne peut plus y avoir de contamination, d'après notre modèle. Oui, Et voilà. puisqu'à partir du moment où il y a même plus une personne infectée,
on peut plus se réinfecter. Enfin, normalement, l'épidémie Ouais, a vraiment disparu. voilà. Donc Bon, ça, c'est dans une version idéale parce que dans la réalité, j'imagine, il peut y avoir, il y a quand même voilà. des maladies qui ont été éradiquées complètement, comme la D'accord, variole, donc dans les années 80 avec le vaccin. Donc, et c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire actuellement en vaccinant. Donc, c'est faire disparaître une maladie. Donc, et on pensait, en fait, en épidémiologie, les gens pensaient que ça allait arriver beaucoup plus rapidement. Mais en fait, c'est assez dur de le faire en pratique. Voilà. d'accord. Mais voilà ce que la situation que moi je recherche, c'est cibler, quoi, vacciner les gens et puis regarder, puis atteindre justement cette immunité de groupe, c'est-à-dire faire éradiquer l'épidémie euh, assez rapidement et sans nécessairement avoir vacciné toute la population. OK. Voilà. Et Donc donc, du oui, coup, l'idée, c'est d'avoir la meilleure stratégie de vaccination possible. Donc là, jusqu'à présent, dans les modèles que vous nous avez montrés, c'était au hasard. Les c'est points ça. bleus, voilà, hommes, femmes, pris au hasard. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut tester pour, essayer de faire mieux qu'au hasard? Et donc là, dans ce modèle, c'est assez simple parce qu'en fait, on voit que. Mais généralement, c'est une bonne stratégie, ça, c'est de vacciner les personnes qui ont le plus de contacts. C'est les super spreaders, des fois ils appellent ça. Euh, et donc, en vaccinant ces personnes-là, on peut en vacciner très peu et en fait limiter énormément l'épidémie, voire l'éradiquer. Donc là, peut-être qu'on peut lancer la dernière simulation. Donc là, voilà, si je regarde la vidéo, euh, je vois que j'ai vacciné les hommes avec le plus de contacts. Et j'en ai vacciné que 5. Donc c'est même moins que le nombre de personnes vaccinées sur la première simulation, là où on n'arrivait pas à éradiquer l'épidémie. Et on voit que, excusez-moi, en faisant tourner la simulation, en fait, on arrive à éradiquer l'épidémie assez rapidement. Donc là, on a vacciné très peu de personnes, mais des personnes qui ont beaucoup de contacts. En l'occurrence, là, pour des maladies sexuellement transmissibles, ceux qui ont beaucoup de partenaires sexuels, mais ça pourrait s'appliquer pour, des maladies qui se transmettent par les aérosols, des gens qui ont beaucoup de contacts pour une raison ou pour une autre, ou qui voyagent, Ouais. À noter aussi que là, en fait, la stratégie évidente, c'était de vacciner les personnes avec le plus de contacts. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Et là, en fait, j'ai fait un peu quelque chose de différent. J'ai vacciné les hommes avec le plus de contacts. Parce que là, c'est un modèle très particulier où les hommes peuvent transmettre, parce qu'on est dans une population entièrement hétérosexuelle, les hommes peuvent transmettre qu'aux femmes et les femmes qu'aux hommes. Et donc, en fait, avec ce genre de modèle, des fois, il est plus judicieux de concentrer la vaccination sur juste une des sous-populations, donc les hommes en l'occurrence ici. Voilà. D'accord, donc ça, c'est une spécificité des maladies sexuellement transmissibles. Ouais, et c'est encore ça, c'est le modèle juste avec une population hétérosexuelle. En général, c'est plus compliqué. Ouais, bien sûr. On revient toujours à ce qu'on disait au début, à savoir que les modèles, ça simplifie la réalité et que voilà, du coup, Ouais. ça fait déjà des choses très compliquées avec des hypothèses de base assez simples. Donc, alors peut-être un dernier point là-dessus sur les stratégies de vaccination, parce qu'on a dit on essaye d'optimiser, mais du coup, en termes de, comment on sait qu'une stratégie est optimale? Là, le critère, c'était de dire on fait disparaître l'épidémie, mais est-ce que c'est toujours ça le critère, ou il y a d'autres critères pour définir que c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie de vaccination? Alors moi, le critère que j'ai pris, c'était le nombre de reproductions. Donc c'est faire baisser le nombre de reproductions parce qu'en fait, quand on vaccine les personnes, on baisse le nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne va infecter en moyenne. Parce qu'en fait, certaines tentatives d'infection ne vont pas aboutir avec la personne qu'on tente d'infecter et protéger. Et donc moi, c'était le nombre de reproductions. C'est-à-dire, c'est vraiment le critère pour limiter au maximum la propagation de l'épidémie et voir la faire disparaître au bout d'un certain temps. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour protéger les personnes, par exemple, qui sont le plus à risque pour une certaine maladie. Donc notamment, ce qui a été appliqué par rapport au Covid, c'était plus cette stratégie-là. On a commencé à vacciner les personnes les plus âgées pour protéger les personnes qui étaient le plus à risque. Donc là, moi, c'était un modèle différent que j'ai utilisé et mais qui est comme un critère qui est important parce que c'est un critère qui donne en fait l'évolution sur le long terme de la maladie. Oui, OK. Donc en fonction des priorités, on peut privilégier,
pour le Covid, il y avait aussi une dimension d'incertitude d'une nouvelle maladie, j'imagine, ça change Ouais. la donne. Et peut-être pour terminer sur l'exemple des maladies sexuellement transmissibles, où nous avez montré des simulations de voir du coup qu'est-ce que ça donne concrètement comme chiffre de taux de vaccination en moyenne, si on a une bonne ou une mauvaise, voilà, selon les Ouais. stratégies. Alors, en fait, donc, voilà. Donc là, là, c'est un tableau qu'on a avec un exemple de stratégie de vaccination. Donc, excusez-moi. Donc là, on a un tableau avec qui donne pour chaque groupe. Donc, on va avoir 6 groupes dans la population. Donc, donnés par les hommes, les femmes, et on va varier leur taux d'activité, donc c'est-à-dire leur nombre de partenaires. Et donc, il va y avoir une certaine proportion de personnes qui vont avoir une faible activité, une certaine proportion de personnes qui vont avoir une activité moyenne, et une certaine proportion qui va avoir une activité forte. Et là, ce que j'essaie de regarder, c'est qui est-ce qu'il faut vacciner dans chacune des sous-catégories en pourcentage pour atteindre une immunité grégaire, une immunité de groupe. Et donc, pour un R0 égal à 2, si on vaccine uniformément, il faut vacciner 50% dans chacun des groupes. Et là, en fait, avec une stratégie optimisée, en fait, on vaccine beaucoup moins dans certains groupes et un tout petit peu plus dans le groupe avec une forte activité. Et en tout, en fait, on va économiser 30% de doses de vaccin en appliquant cette stratégie. Donc voilà. Donc là, voilà typiquement le genre de résultat que j'essaye d'obtenir, c'est des choses comme ça. C'est à quel point on peut réduire le nombre de vaccins nécessaires pour protéger la population et atteindre l'immunité de groupe. D'accord. Alors, justement, je vois Laurent, c'est parfait. Savoir s'il y avait des questions, sur cette partie. Peut-être en attendant donc les questions sur cette partie, du coup, oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que, ça permet d'utiliser moins de vaccins, mais est-ce que ça s'applique concrètement, parce que, voilà, sur le tableau, il y a les personnes avec un petit nombre de partenaires et cetera, mais est-ce que c'est possible de le mettre en œuvre concrètement? Comment voilà. Alors ça, c'est voilà, je pense qu'il y a des questions éthiques qui se posent aussi à ce niveau-là. C'est que, bon, déjà, d'une part, la vaccination est volontaire, c'est-à-dire que il y a des vaccins obligatoires, mais souvent, si on a un nombre limité de vaccins, on va pas obliger les gens à se faire vacciner, certaines catégories de la population à se faire vacciner. D'autre part, faut identifier, on peut pas forcément identifier les personnes les plus à risque, et c'est bien entendu normal. Il y a une question de protection des données, etc. Donc, en l'état, ce genre de simulation n'est pas forcément applicable. Après, il y a des simulations aussi sur l'âge des personnes, etc., qui, avec ce genre de modèle, on va pouvoir plus facilement cibler, parce que l'âge, c'est un critère beaucoup plus facile à regarder. C'est une personne, c'est pas quelque chose de privé, l'âge, et donc on peut facilement vacciner avec ce critère-là, cibler certains groupes, certaines personnes avec un certain âge. Voilà. Mais c'est peut-être moins efficace que si on regardait l'activité sexuelle, par exemple, pour un réseau de ce type. OK. Laurent? Oui, j'ai des questions justement. Alors, il y a une personne qui dit: «Que changer ou ajouter au modèle pour qu'il soit applicable au Covid?» Alors, c'est une question un peu en transition avec notre partie suivante, mais voilà, si ça vous dit de répondre déjà? Alors, c'est assez difficile à transposer ce modèle pour le Covid. Parce que, donc, bon, là, c'est un modèle. Là, j'ai vraiment ciblé la question des maladies sexuellement transmissibles, donc avec les deux groupes hommes-femmes, avec. Puis aussi, on n'avait que 2 états, donc soit l'état sain, soit l'état infecté. Pour un modèle avec le Covid, il faudra un réseau. Donc, comment s'organisent les personnes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est aussi très dur à modéliser. Et aussi, il faudrait rajouter des états dans la population, c'est-à-dire qu'il y a les personnes saines, les personnes infectées, les personnes qui ont guéri et qui ont une immunité courte après l'infection, même si du coup cette immunité ne dure pas à vie, hein. Mais donc c'est des modèles beaucoup plus compliqués, donc, qu'on peut utiliser. Par exemple, je pense qu'il y a des modèles de type SIRS, si les gens veulent googler ça et puis le regarder, mais voilà.
Ouais, donc en fait, les modèles que vous avez faits s'appliquent pas très bien Ouais, à ce type de maladie parce que malgré tout, mais bah, il y a des paramètres dans le modèle et si la maladie correspond pas à ce qu'on a mis dans le modèle, ça peut pas ouais, être mais utile. après ça donne quand même des intuitions, c'est un peu ce à quoi servent les modèles, ça donne des intuitions sur les épidémies, et puis ça Alors ce permet en que fait vous aux appelez personnes intuition par ouais, rapport au langage courant, c'est pas juste au doigt mouillé comme ça, c'est des choses qui ouais, s'appuient sur, ça essaye de oui, on essaye de en fait, ça permet de comprendre mieux comment certains paramètres jouent sur la propagation de l'épidémie, par exemple. Par exemple, si j'augmente, le nombre de personnes qui ont énormément de partenaires sexuels et cetera et voilà et ça, c'est des trucs qui sont à peu près réplicables, qu'on peut essayer de voir si c'est encore valable dans des modèles Covid et cetera. Heu, donc ou même, on pourrait voir, par exemple, on pourrait se dire, bah, le nombre de personnes minimum que je dois vacciner pour atteindre le seuil d'immunité de groupe. Pourquoi? Pour atteindre l'immunité de groupe, je pourrais voir aussi, je pourrais en déduire que, ah oui, c'est un nombre très petit ici dans ce modèle et je pourrais imaginer que pour le Covid, ce serait quelque chose de similaire et cetera. Heu, donc ça permet de mieux comprendre, je dirais, des phénomènes, biologiques que sont les épidémies qui sont très, très complexes, en fait. Et donc pour le faire au mieux, ce qu'on fait, c'est qu'on limite, on regarde des modèles très, très simples et puis déjà là, on essaie de comprendre ce qui se passe et si on arrive à comprendre ce qui se passe dans ce cas un peu plus simple, on peut peut-être extrapoler puis voir les choses, avec des modèles plus complexes. Voilà. Merci. J'ai une autre question, mais on fait vraiment la transition avec la partie suivante. Alors, votre modèle a-t-il été appliqué par des biologistes? Non. alors, bah, Quoi? ça, justement, c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous travaillez ou pas d'ailleurs en collaboration avec du coup les autres disciplines, En fait, le modèle SIS n'est pas mon modèle, en fait, hein. C'est un truc qui est connu, qui est donc effectivement, quoi, j'ai un peu menti, c'est un peu utilisé par les biologistes, je pense, quoi, par les disons, en tout cas au-delà des biologistes, quoi, par les biologistes et même par des autorités de santé et cetera, pour modéliser. Hem, mais ce que j'ai fait en particulier là, les choses que j'ai montrées, ça n'a pas été utilisé. Ce que j'ai fait dans la thèse, c'est des trucs, des choses assez quoi. C'est des modèles de maths assez complexes et lourds qui demanderaient aussi d'avoir une information très, très précise sur les contacts dans une population. Donc non, moi, les modèles en particulier que j'ai développés, n'ont pas été, compris par des biologistes, mais déjà parce qu'on n'a pas les données nécessaires pour pouvoir, pour les appliquer en fait puis ensuite, Heu, en fait, on marche beaucoup par simulation pour quoi dans les autorités de santé marchent beaucoup par simulation et par petits modèles simulés et c'est pas trop ce que j'ai fait durant ma thèse. Moi, c'est plus des questions, justement pour essayer de comprendre, les épidémies, comme je disais tout à l'heure, avec des modèles un peu plus simples, mais avec des questions assez compliquées à résoudre et puis voilà, donc en faisant un théorème, donc en maths pour ce modèle, heu, voilà. donc peut-être l'avantage de vos modèles, c'est d'avoir des choses qui sont enfin, on est sûr de comprendre ce qu'on voit, on l'a démontré mathématiquement, mais du coup, ça s'applique peut-être pas à des situations complexes, avec beaucoup de paramètres proches du réel Ouais. ou pour ça, il faudra faire d'autres catégories de modèles, c'est ça? Ouais, ou il faudra peut-être attendre, c'est peut-être des modèles qui seront applicables, plus tard, hein, dans, je sais pas, dans 20-30 ans, mais actuellement, c'est pas des modèles avec lesquels travaillent, les biologistes ou les autorités de santé. Là, par exemple, les modèles qui prévoyaient, il y avait beaucoup d'équipes, qui travaillaient pour prévoir un peu aussi le Covid, comment ça quoi, l'évolution, donc avec les vagues et cetera. Mais dans les 2-3 semaines qui allaient venir, c'est pas trop des modèles que j'ai regardés. Moi, c'est plus des choses, heu, déjà plus de long terme et comme je disais, ouais, ça nécessiterait beaucoup plus d'informations sur, comment les personnes se connectent. Mmh, d'accord. Donc en fait, modèle, c'est un terme un peu générique, mais il y a différentes catégories de modèles Voilà. applicables à différentes situations et en mathématiques, vous avez pas la même approche que voilà, un épidémiologiste, Alors d'ailleurs, sur cette question-là, entre les disciplines, comment est-ce que vous, en tant que mathématicien, vous êtes approprié, des données? Enfin voilà, il a fallu que vous intéressiez aux maladies contagieuses, peut-être, est-ce que vous avez fait de la veille? Enfin, comment vous avez réussi à jongler avec cette, interdisciplinarité de votre sujet? Alors moi, j'ai regardé, ouais, je
disons que, alors j'ai regardé quelques papiers de bio, etc., mais c'était pas non plus l'objet principal. Moi, ce que je regardais vraiment, c'était comment construire quelque chose qui était quoi, avec les objets des objets mathématiques intéressants et puis voir ce qu'on pouvait en dire, donc faire les théorèmes, etc. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de relier ça un minimum à la réalité, donc j'ai essayé avec donc ce qui nous était donné, par exemple là on avait les graphiques sur le nombre de partenaires sexuels, je peux dire bon sur l'objet mathématique, si je le construis de telle manière, alors il va ressembler à peu près à ce qui se passe pour les maladies sexuellement transmissibles d'après cette publication. Et voilà, et puis jouer avec, et puis dire, ah oui, c'est comme ça qu'on doit vacciner dans ce cas-là, etc. Donc c'est principalement ce que je regardais. Je regardais aussi, par exemple, voilà, j'avais un petit modèle, et puis je regarde, il y a quelque chose qui s'appelle l'assortativité dans un réseau, donc c'est à quel point les gens ont tendance à se connecter avec des personnes qui leur ressemblent. Donc en général, les réseaux en biologie sont très assortatifs, c'est-à-dire qu'on a tendance à, par exemple pour l'âge, on a tendance à rencontrer des gens qui ont le même âge que nous, etc. Puis je regardais, ah oui, en fonction de l'assortativité du réseau, comment est-ce qu'il faut vacciner les personnes, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses que je regardais. Et bien sûr, derrière, je regarde ce qui se passe dans des publications en biologie, hein, donc, qui nous disent par exemple que les réseaux en général sont assortatifs, mais c'est pas non plus primordial parce que moi, c'est pas des résultats numériques que j'obtiens. Donc voilà, c'est tout un développement avec des théorèmes, etc. Et puis après, je pointe vers les références biologiques, mais c'est pas non plus quelque chose qui va impacter mon article que je vais publier. Donc finalement, les approches que vous avez en tant que mathématicien, elles sont complémentaires de biologistes qui peuvent aussi faire des modèles de leur côté, mais qui regardent peut-être pas avec le même angle de vue, pour à la fin, effectivement, les applications finales de prédiction, de potentiellement prise de décisions politiques qui sont peut-être assez éloignées de votre travail, qui sont pas en ligne directe, mais qui finalement quand même y contribuent à long terme. Ouais. Peut-être une question sur la crise Covid, mais plus sur l'angle de l'impact sur votre thèse. Est-ce que, parce que quand vous avez débuté, la crise n'était pas démarrée. Est-ce que le fait qu'il y ait cette crise, ça a changé, alors en dehors des conséquences qu'on a tous connues, voilà, pour le citoyen lambda, mais sur votre travail, le fait de réorienter peut-être sur des questions, d'avoir des données en plus, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a changé ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait ça a développé beaucoup de l'intérêt au milieu dans les maths pour ces questions de modélisation. Et c'était principalement ça. Donc, mais comme je disais, moi j'étais en fait les personnes qui travaillent côté application directe, etc. C'est des modèles assez différents. Donc moi j'ai pas été trop impacté par ce qui se passait pour des modèles beaucoup plus proches de la réalité. Moi c'était plus bon, même si en fait aussi ça. Même les journaux, etc., ça les intéresse beaucoup plus aussi ces questions maintenant. Et même des papiers moins appliqués trouvent leur public. Mais ça n'a pas beaucoup impacté, à part comme tout le monde au niveau de comment je travaillais, etc. Ouais, bien sûr. Du coup, c'était voilà, ça a plus stimulé une communauté de chercheurs peut-être plus Ouais. importante par effet de mode, parce que même la recherche est sujette à des effets de mode liés avec Mais l'actualité. qui est bonne quoi. C'est important que toutes les sciences se sentent concernées par un problème planétaire, quoi. C'est normal que les gens se mettent à travailler dessus, quoi. Change de sujet, voilà, Heureusement en que se disant voilà. c'est ma Heureusement que contribution voilà. à la crise. Ouais. Je fais ce que je sais faire pour contribuer. Très bien. Et peut-être pour finir, parce que donc les maths appliquées, l'avantage, c'est qu'on peut potentiellement les appliquer à des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous disiez tout à l'heure que vous étudiez les liens, les réseaux de contact entre les personnes. Est-ce que ça a d'autres champs d'application, en dehors des maladies infectieuses? Est-ce que ça peut servir dans d'autres champs? Ouais, bien sûr. Alors, bon, déjà, d'une part, en fait, dans le petit modèle que j'ai montré, c'est des modèles peuvent être appliqués aussi donc peut-être moins maintenant, mais à l'époque, sur les virus informatiques, les vers, donc qui étaient appliqués donc en informatique. Et en fait, on avait des modèles un peu similaires qui essaient de voir comment les ordinateurs étaient infectés. Puis au-delà de ça, en fait, les réseaux, c'est quelque chose de très important maintenant. On a énormément de données, par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, les réseaux LinkedIn, je sais pas. On voit en fait de manière très intéressante comment les personnes se connectent. Et donc,
ça permet d'étudier, quoi. C'est des choses qui intéressent beaucoup je dirais les personnes qui travaillent en sciences des réseaux et en sciences des graphes. Donc, Vous nous voilà. aviez parlé en préparant l'intervention d'un paradoxe à propos des réseaux de contact sur les Ouais. réseaux sociaux qui était assez amusant. Peut-être on peut terminer par ça. Ouais. Donc, ouais, alors ça, c'est une propriété en maths qui est toujours vraie. Donc, vous prenez n'importe quel réseau, et disons que les liens entre les personnes, c'est être amis. Et en fait, la majorité de personnes dans la population a moins d'amis que ses amis en moyenne. Euh, donc, euh, donc ça, alors, Donc c'est un si je peu, vais sur Facebook ou sur un autre réseau, que je regarde le nombre d'amis de tous mes amis, je vais ouais, avoir l'impression ils auront plus d'amis voilà, en moyenne que voilà. moi. C'est D'accord. normal d'être moins populaire que ses amis. Il y a une majorité de personnes pour qui c'est vrai. Donc voilà. Donc ça, c'est plein de propriétés. Quoi, ça, c'est un truc qui est valable pour tous les réseaux. Mais il y a aussi des propriétés qu'on a observées sur les réseaux en modélisation qui sont très intéressantes. Et par exemple, des phénomènes de petit monde qu'on appelle, où en fait, les gens, on dit qu'on est à 6 poignées de main de, par exemple, Barack Obama. C'est-à-dire qu'il y a très peu de liens finalement qui nous séparent entre Barack Obama en termes de connaissances et qui me séparent de Barack Obama, par exemple. Puis plein d'autres propriétés très marrantes sur les réseaux. Donc c'est des choses qui sont, c'est une recherche qui est en évolution, des choses qu'on découvre euh, assez lentement, et on essaye de reproduire ces propriétés sur la modélisation mathématique des épidémies. Voilà. Parfait, merci. Peut-être Laurent, je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions en lien avec cette dernière partie. Écoute, pas pour l'instant, donc je vous laisse continuer. Bon, bah, très bien. Bah, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Dylan pour toutes ces explications, c'était vraiment très intéressant. Je profite pour vous annoncer un prochain événement qui sera une balade urbaine sur la thématique des risques liés aux inondations. Ça aura lieu le dimanche 19 février de 14h à 16h30 à Chelles. Et je pense que vous avez dans le chat tous les liens vers le site de la Fabrique des Savoirs, si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cet événement ou sur les prochains événements que nous organisons. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous recevrez, suite à votre participation, un mail avec un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner notre avis pour qu'on puisse continuer à améliorer ce format. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et encore merci Dylan. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.